Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion. Nous sommes Anonymous. Nous avons pris le contrôle de cet épisode de Distorsion. Nous sommes ici pour vous divulguer de l'information compromettante sur Sébastien Lévesque et Émile Gauthier. Restez à l'écoute. Au début des années 2000, un groupe d'activistes informatiques sème l'émoi sur Internet. Complètement décentralisé, ce groupe nommé Anonymous est à la source de plusieurs fermetures de sites web majeurs et d'opérations secrètes. Toutefois, Anonymous a un agenda. Tels des Robins des Bois du web, ils combattent la censure et veulent faire valoir la liberté et les droits humains. Tel que voté par la communauté des Distordus, dans ce dernier épisode de notre saison 6, nous explorons le groupe d'activistes Anonymous. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va bien aussi. Déjà, le dernier épisode de notre saison 6, ça a été toute qu'une saison. Oui. Pas évidente à terminer, on doit l'avouer, exact. avec la situation de pandémie. On a fait un petit retard. Ça ferait longtemps que la saison devrait être terminée. Au moins en bon temps, mois. Là. Oui, en temps normal. Mais bon, merci de votre patience, les Distordus. On en est là. Et c'est un vote de la communauté qui nous amène au sujet de ce soir, le groupe d'activistes Anonymous. Donc, ça fait plusieurs années que vous nous demandez d'en parler. Puis ça tombe bien parce qu'il y a eu quand même certains développements au cours de cette année, de l'année 2020, dans tous les événements qui ont eu lieu, Black Lives Matter et tout ça. Il y a eu, en fait, Anonymous a pris parole. Donc, ça va être intéressant de faire une petite mise à jour là-dessus. C'est pas un épisode comme d'habitude. Vous savez, d'habitude, on a une histoire mystérieuse. On rentre dans les détails vraiment de narrative et tout ça. Ce soir, ça va être plus un portrait, évidemment. On va décrire les événements majeurs qui ont mis Anonymous sur la map, mais c'est un peu un format différent, si on peut se permettre. Exact, Mais tout d'abord, ce soir, on a une bonne bière. Qu'est-ce qu'on boit, Seb? On boit la Brother John de la microbrasserie Trèfle Noir. C'est du New England IPA, bien easy, à 6% d'alcool. Ça goûte le bon jus tropical, parfait pour un été confiné. Maison. Et cette bière-là de la semaine, elle nous est offerte par Amandine. Amandine, en fait, nous a offert une tournée de bière via le distorsionpodcast.com. Si vous voulez encourager le show et remplir notre frigo, et même nous suggérer une bière de votre région, vous pouvez le faire grâce à l'onglet Tournée de bière. Mais on a aussi, Seb, une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Oh oui, elle nous vient de Manu, de M4 Nous du Canada. Elle nous dit « De courageuse à peureuse ». Podcast addictif qui m'a amené à barrer mes portes en Gaspésie. S'il m'arrive quelque chose, ne cherchez pas la solution dans mon historique. J'ai fait des recherches de tous vos podcasts que j'ai déjà écoutés. Oh, Charlotte, à toi. Oui, merci beaucoup. Et là-dessus, sans plus tarder, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans cette histoire passionnante? Oui, mais juste avant, Émile, nous devons dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Elle, c'est celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours pour le certificat en enquête et renseignement, comme pour les 30 autres programmes offerts. Oh yes! Il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits pour toute personne passionnée d'enquête qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. Au terme du certificat, vous serez en mesure de mener une enquête de A à Z. Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple la psychologie, la criminologie, ou encore réorienter votre carrière. Est-ce que ce serait une bonne formation pour, mettons, 2 podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes? Oh que oui, mon cher Émile, même que j'y pense chaque jour. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la Faculté de l'éducation permanente au fep.umontréal.ca, fep.umontréal.ca. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le monde complexe d'Anonymous? Oui, monsieur. C'est parti. Nous sommes le 14 janvier 2008.
Une vidéo à usage interne et dont le contenu a pour objectif de recruter de nouveaux adeptes de l'Église de Scientologie est diffusée au grand public simultanément sur plusieurs chaînes YouTube. Cette vidéo, d'une dizaine de minutes, est animée par l'acteur américain Tom Cruise, qui glorifie et encense cette religion. Oui, un adepte, une des vedettes adeptes de la Scientologie. Oui, une de la longue liste de vedettes adeptes. Là. Oui, puis apparemment qui est assez élevé dans les rangs. Hein? Oui, j'y arrive, tu vas voir. Pour ceux qui l'ignorent, Tom Cruise, justement, comme on vous le disait, est membre de l'Église de Scientologie depuis la fin des années 80, alors que son ex-femme, Mimi Rogers, l'a initié à cette époque-là. Cette forte appartenance lui a même coûté 2 divorces supplémentaires. Rappelez-vous celui avec Nicole Kidman, une autre actrice américaine, et également avec Katie Holmes, qui est une autre actrice bien connue. Les 2 actrices ont eu des enfants avec lui, mais le principal accroc, c'était la religion, le choix de religion pour leurs enfants. Donc les 2 femmes, même si on dirait qu'ils ont adhéré à ça le temps de se marier avec lui, ils ont comme eu la décence, disons du moins, ils voulaient pas que leur enfant soit élevé là-dedans, puis ça l'a provoqué le divorce pour les 2 parce que pour lui, c'est sacré. C'est sacré, exact. Selon certaines rumeurs, toujours niées justement par la principale intéressée de Tom Cruise, il serait même devenu, ou il serait même encore actuellement le numéro 2 de cette religion-là, justement avec le temps, étant donné toute l'influence qu'il peut avoir dans le monde, là, pas juste d'aller recruter des membres, mais tout ce qu'il peut dégager pour tenter de recruter des gens dans l'Église de Scientologie malgré tout. Là, parce qu'il a l'air quelqu'un de saint, en tout cas j'ose croire, mais l'Église de Scientologie, on ne fera pas beaucoup, on n'en parlera pas tant que ça, mais on le sait que c'est une église qui a une drôle de réputation là, d'arnaquer les gens, tu peux plus te sortir de ça et tout ça. Oui, carrément. Puis Tom Cruise même, il prenait part à des genres de conventums. Là. Il parlait sur scène, il s'adressait aux membres, puis c'est un peu un ceinture noire de la Scientologie. Là. Il a fait un peu, je pense, tous les tests qu'il doit remplir là, pour atteindre le niveau supérieur. Oui, exact. Puis justement, dans la vidéo, on va vous la mettre sur notre site web, le lien pour la vidéo de Tom Cruise. C'est une vidéo d'une dizaine de minutes, puis on le voit, là, il est relax, il rit, puis tout est beau. Là. C'est un peu malaisant quand on sait au bout du compte ce que cette église-là peut faire. Trêve de patinage, cette vidéo-là ne devait pas se retrouver évidemment sur le web. Là. C'était vraiment à l'usage interne de l'Église de Scientologie. Eux, ils se sont mis, l'Église de Scientologie ont assez la mèche courte rapidement sur le web, même avant cette épopée-là. Tout site web ou tout journaliste ou toute personne qui parlait contre eux recevait une mise en demeure. Puis même souvent, ils attaquaient pas juste le média, là, ils attaquaient l'hébergeur, le fournisseur Internet de la personne. Ça allait vraiment loin. Mais dans ce cas-ci, ils ont voulu justement censurer cette vidéo-là. 2 jours plus tard, ils ont envoyé une mise en demeure à YouTube, leur sommant de retirer la vidéo de la plateforme. Par contre, le mal était fait. L'Église a le goûté au Streisand Effect. Ah oui, le Barbra Streisand. Oui, exactement. J'attends que tu m'en parles. Le Barbra Streisand Effect, en fait, c'est Barbra Streisand, l'actrice et la chanteuse américaine. Elle, en 2003, elle a vu une de ses photos de sa maison de Malibu en Californie arriver sur le web. Puis ça, c'était dans les débuts du web. Hein, puis les vedettes étaient peut-être pas encore habituées à cette non-anonymat-là que maintenant dans laquelle on vit pour eux. Elle a tenté de faire retirer la photo du web, mais on le sait, de tenter de retirer quelque chose du web, premièrement, c'est assez difficile et ça se reproduit comme des souris. Mais dans ce cas-ci, c'est que ça a fait l'effet inverse. L'attention médiatique sur le fait qu'elle chialait que sa photo soit toujours en ligne a créé l'effet que les gens l'ont remis encore plus partout en ligne. Donc maintenant, quand il y a un effet comme ça, un peu comme un enfant, quand tu lui dis de pas faire de quoi, puis il va le faire encore plus. Mais maintenant, cet effet-là, c'est le Streisand Effect. Donc, il arrive. Fait qu'une la multiplication. Exact. C'est très, très drôle. Une semaine plus tard, le 21 janvier, Anonymous provoque publiquement l'Église de Scientologie par une vidéo en menaçant les dirigeants qu'une série d'attaques aura lieu. Il s'ensuit de nombreuses fausses commandes de pizza à des dirigeants, des envois à la tonne de fax noirs. Tu sais, un fax avec tout le carré noir. Imaginez toute l'encre que ça bouffe, puis ça a l'air qu'il envoyait vraiment des tonnes de... C'est ça, le but, c'est carrément de faire bouffer de l'encre. Oui, exact. Avec ça, je trouvais ça quand même drôle comme attaque. Aussi des attaques des DOS envers les sites de l'organisation. Mais avant que je vous parle, c'est quoi une attaque des DOS? Parce qu'on en entend souvent des attaques par déni de service. Oui. Je vais vous faire jouer le début de la vidéo
d'Anonymous qui menace l'Église de Scientologie. On sent bien le ton quand même menaçant. Puis pour ceux qui l'ont peut-être jamais entendu, la voix, c'est toujours ou à peu près toujours ce ton de voix-là qui est utilisé pour leur message en ligne, qui est un genre de voice chat. Là, un dictaphone. Oui, un peu, exactement. Là, je vous la fais jouer. Hello, leaders of Scientology. We are Anonymous. Over the years, we have been watching you. Your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature, all of these things have caught our eye. With the leakage of your latest propaganda video into mainstream circulation, the extent of your malign influence over those who have come to trust you as leaders has been made clear to us. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. For the good of your followers, for the good of mankind and for our own enjoyment, we shall proceed to expel you from the internet and systematically dismantle the Church of Scientology in its present form. We recognize you as serious opponents, and do not expect our campaign to be completed in a short time frame. Donc, on sent bien le ton de la menace. On va vous détruire. Moi, j'aime leur arrogance, en fait, dans ces vidéos-là. Il ajoute aussi for our enjoyment. Oui, c'est vrai. Oui, donc, pour leur propre plaisir. Oui. Ils veulent bien détruire leur présence en ligne. Oui, non, c'est ça. C'est qu'il y a un côté un peu mesquin des membres du collectif Anonymous, mais on le comprend. On dirait qu'il est validé par la cause au bout du compte. Oui. Puis l'Église de Scientologie, c'est une bonne cible. Ils sont un peu haïssables. Oui. Ils ont la réputation de justement d'harceler leurs ex-membres. C'est des champions des poursuites. Ils ont beaucoup d'argent aussi. Ils ont des moyens financiers vraiment incroyables. Il y a des églises dans la plupart des grandes villes du monde. Mm-hmm. C'est immense. Là. Donc, ils ont les moyens de poursuivre des gens. Donc, je trouve que pour Anonymous, c'est vraiment une cible qui est parfaite. Puis aussi, le côté technologique, tu sais. Oui. Le Anonymous, c'est un groupe qui est complètement décentré, qui utilise la technologie pour faire, d'une certaine façon, défendre certaines positions sociales. Ouais. L'Église de Scientologie, c'est l'inverse. C'est un groupe extrêmement centralisé. C'est une secte et qui exploite aussi une certaine forme de technologie, mais qui est très contestable, qui est vraiment, qui mélange un peu la divinité avec la science. C'est une certaine, à quelque part, entre la réalité et la science-fiction. Là. Donc, il y a vraiment un genre de paradoxe entre les deux organisations. Puis c'est un peu normal qu'ils se détestent comme chien et chat. Oui, non, t'as parfaitement raison. Puis c'est drôle ce que tu dis parce que, justement, dans la ville de Québec, qui n'est pas une grande ville, tu as dû déjà la voir, la bâtisse, pas dans le Vieux-Québec, mais dans Saint-Roch. Ça a toujours... Ce quartier-là a eu une certaine époque qui était très, disons, délabré, mais l'église de Scientologie, elle était toujours très, très propre. Toute la façade de l'édifice, c'était toujours clean. Mais ils ont des locaux, justement, à Québec, c'est un des locaux les plus beaux de cette rue-là, là, en fait. Là, exact. Qui est une rue, justement, un peu hypée, là, avec des petites boutiques de hipsters et tout ça. Puis de voir ça, l'église de Scientologie, un immense building avec presque jamais personne dedans. Non, exact. C'est très étrange. Oui, c'est très louche, puis ça fait longtemps que c'est comme ça. On revient à notre histoire. En fait, justement, Anonymous utilise beaucoup les attaques de DDoS, là, de déni de service, pour mettre à terre des sites web, des choses comme ça. Pour vous expliquer, les attaques par déni de service distribué, là, Distributed Denial of Service Attack, existent depuis longtemps, depuis quasiment que l'Internet existe, mais ils se sont modifiés au cours du temps parce que les technologies ont évolué, puis les serveurs ont de plus en plus d'outils aussi pour se protéger de ça, des gros systèmes de redondance pour éviter ça. Mais l'objectif d'une attaque comme ça vise particulièrement à rendre un serveur ou un service informatique ou une infrastructure indisponible, en fait. Là. Puis ce genre d'attaque-là, en fait, peut prendre différentes formes. On a, lors d'une attaque, généralement, c'est toujours ça, là, c'est une multitude de requêtes qui est envoyée en simultané depuis plein de sites web, là, de points sur le web. Puis, dans le fond, l'intensité de ce tir-là croisé, ça rend le service vraiment instable, voire même indisponible, parce que c'est une surcharge comparativement à la normale. Parce que les serveurs, généralement, comme, je sais pas, Netflix, Facebook, qui ont des tonnes de serveurs, la charge est répartie partout, mais ils savent quand même comment l'adapter. Mais si, par exemple, il y a, je sais pas, des millions de nouvelles requêtes en une minute,
souvent, par exemple, ça va faire tomber ces services-là. C'est comme si tout le monde essayait de rentrer par la même petite porte. Oui, là. Ce qui arrive, exact. c'est que plus personne ne peut rentrer parce Exact. que tout le monde est coincé dedans. Exactement, les personnes font la file. Même que les techniques se sont tellement évoluées. En 2016, il y a eu un record d'un outil d'attaque comme ça qui a réussi à envoyer, on appelle ça flooder, là, noyer un serveur, 1 Tera de données par seconde. Fait qu'imaginez l'impact. 1 Tera, là, c'est 1000 gigs, si je me trompe pas, ou 1024 gigs. C'est beaucoup de films Netflix. Là. Oh oui. Tout ça envoyé en 1 seconde. Imaginez la quantité de données. Donc, ça peut vraiment mettre à terre plusieurs sites ou systèmes de courriel et tout ça. Concrètement, l'attaque par déni de service, comme je vous dis, ça peut bloquer un serveur de fichiers, rendre impossible l'accès à un serveur ou même empêcher la distribution de courriel. En fait, comme je vous dis, c'est Netflix ou Facebook qui tombent en panne parce que même eux, des fois, sont pas infaillibles à ça. Ça arrive qu'il y a des grosses attaques simultanées dans le monde qui attaquent ces gros joueurs-là. Je reviens au projet de Chanology, le projet contre l'Église de Scientologie. Le 27 janvier, toujours en 2008, une autre vidéo d'Anonymous qui est intitulée, elle, Call to Action, donc appel à l'action, qui est diffusée par eux et qui incite les gens d'un peu partout dans le monde à s'organiser concrètement pour démontrer leur mécontentement contre l'Église de Scientologie. Cette vidéo-là, elle enclenche vraiment une vélocité d'activistes de partout dans le monde pour porter action. Là, ça dépasse Anonymous, ça dépasse Internet. Là. Le 10 février, le mouvement va prendre encore plus d'ampleur car il y a des manifestations qui vont s'organiser partout dans le monde. Des dizaines de milliers de manifestants ont pris d'assaut les églises de Scientologie dans plus de 100 villes de partout dans le monde portant le masque de Guy Fawkes afin de faire valoir leur point de vue. Dans ce cas précis, Anonymous n'aimait pas le traitement que réserve l'Église à ses anciens membres en les intimidant, les poursuivant, les harcelant. De plus, leurs pratiques sont assez douteuses en lien avec le web, en tentant de limiter la liberté d'expression et justement d'empêcher la fameuse vidéo de Tom Cruise de se répandre. Ça a profondément irrité le groupe Anonymous. Pour eux, il est inutile de tenter de contrôler l'Internet. Ça, c'est toujours à la base des premiers activistes, ça fait partie de leur devise. L'Internet est disponible pour tous et personne n'est en droit de le contrôler. C'est un peu ce qu'ils prêchent. Suite aux manifestations, plusieurs centaines de vidéos de l'événement se retrouvent évidemment sur YouTube, mais étrangement, le nombre de vues a soudainement arrêté d'être comptabilisé uniquement pour ces vidéos-là, les vidéos de la manifestation. YouTube est sorti plus tard pour dire que c'était qu'un bug technique temporaire, mais c'est assez louche parce que parmi toutes les vidéos, là, il y a des gens qui avaient sorti des captures d'écran, il y avait d'autres vidéos de toutes sortes, puis eux, la comptabilisation des vues augmentait quand même, mais pas les vidéos de manifestation. Ça, il n'y a jamais eu de suite à ça, mais c'est un peu étrange. Moi, je sens qu'il y a eu une mise en demeure de l'Église. Après le succès des premières manifestations, Anonymous décide d'organiser une autre manifestation qui s'appelle l'opération Party Hard. Cette fois-ci, c'est le 15 mars de la même année. Pourquoi le 15 mars? C'est que ça correspond à l'anniversaire de L. Ron Hubbard, qui est le fondateur de l'Église de Scientologie. Ça doit être un peu leur Noël, là, à eux. Là. Oui, exact. Lui-même, c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, j'avais 14-15 ans, il écrit des livres de science-fiction aussi, ou du moins à l'époque, puis j'étais tombé sur... Battlefield Earth, entre autres. C'est ça, puis j'avais trouvé ça super bon. Puis ma mère, elle avait vu le livre que je lisais, puis elle avait entendu parler de l'Église de Scientologie, puis ça l'avait inquiétée. Puis elle m'avait comme dit, mais là, tu peux pas rentrer là-dedans. Je dis, ben non, c'est juste le roman, mais c'est ça, je trouvais ça, disons, drôle, anecdotique que ce gars-là, quand même, je trouvais qu'il écrivait de la bonne science-fiction. Là. Mais ça se peut très bien. Hein? Mais c'est ça, un empêche pas l'autre, mais quand même, c'est que c'est tellement particulier. Cette manifestation, bien d'un peu moins populaire que la première, évidemment, là, a eu beaucoup de succès. C'est donc ces différentes attaques notoires-là, en 2008, qui ont permis à Anonymous d'être mis sur la map aux yeux du grand public par les médias. Oui, parce qu'avant ça, on en avait très peu entendu parler, même s'ils existaient avant ça. Oui, absolument. Puis on va faire justement une petite parenthèse sur qui sont donc ces Anonymous qui viennent de pirater le site de l'Église de Scientologie. On apprend par cette action qu'Anonymous est une communauté hétéroclite et sans hiérarchie apparente, qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de quartier général précis, elle n'a pas de chef non plus. Là. Elle regroupe des membres d'autres communautés de partout dans le monde. Donc ça peut être des communautés de hackers de l'époque, mais aussi des gens qui sont intéressés par l'informatique, des programmeurs autodidactes, des gens qui sont intéressés aussi par
par exemple, le droit humain, mais aussi la liberté d'expression et tout ça. Donc, ça va rassembler plein de gens d'un peu partout tournant autour des premiers adopteurs là, de l'informatique. C'est tous des gens qui ont les mêmes valeurs à la base, malgré leurs compétences, disons, techniques. Exactement. Puis il y en a qui n'ont pas de compétences informatiques, on va le voir. Il y en a qui sont plus des avocats, par exemple, et tout ça. Donc, c'est un regroupement vraiment décentralisé. Puis tout le monde, d'ailleurs, peut poser un acte sous l'identité d'Anonymous. Donc, c'est un peu ça le principe. Étant donné que c'est anonyme, toi, Seb, tu pourrais décider de poser un acte au nom d'Anonymous, puis ça serait bien correct. Ça serait accepté par eux. Oui, ça serait accepté, en autant qu'évidemment, tu respectes un peu leur ligne éditoriale, d'une certaine façon. Oui, exact. C'est drôle que tu dises ça parce que au début, quand j'ai commencé à travailler sur la recherche, j'ai fait des recherches, puis j'ai vraiment googlé comment être recruté par Anonymous. On dirait c'est un peu ma naïveté du début, parce que je savais que c'était décentralisé, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait une forme d'organisation à cause des comptes YouTube qui ont des milliers de monde, de Twitter, etc. Mais non, eux-mêmes, ils ont fait une vidéo là-dessus, puis ils disent ce que tu viens de dire. Puis ça, pour moi, ça a été un peu une surprise, on dirait, en travaillant là-dessus. On va le voir plus tard qu'il y avait une certaine forme de leadership, puis il y avait une certaine forme d'organisation, malgré tout, là, pour faire des opérations aussi élaborées que ce qu'ils ont fait. Oui, c'est quand même complexe. L'apparition de Project Chanology, le projet justement en lien avec l'Église de Scientologie, révèle cependant que ses membres ne sont pas de simples marginaux, mais aussi pour en grande partie des intellectuels attachés à la défense de la liberté de la pensée. Dans toutes les actions posées par Anonymous, il y a une intention sociale ou politique là, qui est derrière. Ils ne vont pas hacker un système ou une base de données dans le but de créer du profit, par exemple, ou de voler des gens, du moins de ce qu'on en sait. Ils vont plutôt tenter de passer un message auprès de la société. Ils ont un certain code. Là, ils vont, par exemple, refuser d'attaquer un média, par exemple. Parce qu'un média, évidemment, c'est la diffusion de l'information, c'est la liberté de presse. Pour eux, ça rentre pas dans leur ligne directrice. Alors que d'autres groupes de hackers ne vont pas se gêner pour le faire. Mais avant d'aller plus loin, je pensais que ça pourrait être intéressant de faire un petit retour sur les origines du hacking, parce que ça remonte à très longtemps, avant de replonger dans les années 2000. À une certaine époque, là, avant l'ère numérique, le hacking désignait généralement des mauvais coups, là, des pranks, mais élaborés. Certains magiciens, même au début des années 1900, par exemple, pourraient qualifier certains de leurs tours là, comme étant des hacks. Il y a aussi les départements technologiques des universités américaines qui étaient des champions de ce type de coup pendable et qui perdurent depuis plus de 100 ans. Donc, il y a vraiment une tradition auprès de certaines facultés technologiques d'université là, au niveau de faire des coups, de faire des hacks. Là, un des plus fameux de leurs coups, c'est survenu en 1982 pendant un match de football entre les universités de Yale et de Harvard. Donc, grosse rivalité. À un certain moment pendant le match, il y a un gigantesque ballon noir qui émerge du sol, là, du terrain là, pendant le match. Là. Il se gonfle sous les yeux là, des dizaines de milliers de spectateurs qui sont là. Puis là, les gens se disent, qu'est-ce qui se passe là? Il y a cette espèce de gros ballon-là qui sort de nulle part, qui sort du sol. Puis sur le ballon, il est inscrit les lettres MIT. Donc, il s'agit donc d'un coup de la part des étudiants de l'université là, du Massachusetts Institute of Technology. Une fois gonflé, le ballon a explosé, puis il y a une pluie de confettis blanc là, qui est tombé du ciel. Donc, à l'époque, les gens, au début, là, il y a des vidéos même qui existent là-dessus sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Puis, au début, les gens se demandent vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui sort du sol. C'est un animal ou quelque chose, un monstre. Puis, par la suite, les gens ont un peu rigolé de voir tout ça. Mais tu sais, je me posais la question, imaginez si ce genre de coup survenait de nos jours dans un match de la NFL. Imagine le SWAT et l'escouade anti-bombe qui prendrait d'assaut le stade. Là. Après les événements, tous les événements terroristes qu'on a eus et tout ça, là, on pourrait pas refaire ce type de coup-là. Jamais. C'est sûr que non. Même, je suis sûr que même juste la surveillance... eux, quand ils ont installé ça, je suis sûr qu'aujourd'hui, ils n'auraient même pas accès à ça. J'ai l'impression, il a fallu quand même qu'ils installent le setup et tout ça. Il doit y avoir des complices, mais tu as raison, ça part. On dirait que je pense qu'il se ferait taper sur les doigts aussi, le MIT, de faire une action comme ça. Là. Ah oui, c'est clair. Et les étudiants du MIT, justement, ils ont réalisé plusieurs hacks notoires, un peu comme ça, là, comme installer une voiture de police, même un camion de pompiers sur le dessus du dôme iconique là, de l'Institut, là, un peu comme, ça fait penser presque à la Maison-Blanche, au bureau ovale. Oui. Eux, ils sont allés mettre des véhicules sur le top de ça, là, donc c'est vraiment pas évident de réaliser ça. Entre autres, si on remonte à plus récemment, là, pour la sortie du film
film Les Avengers. Ils ont même transformé tout le dôme du Massachusetts Institute of Technology en bouclier là, de Captain America. Donc, potentiellement de Google Maps, on pourrait voir le bouclier. Là. Mais en informatique, le thème hacker là, ne date pas d'hier non plus là, et remonte lui aussi au MIT dans les années 60. À ce moment-là, l'Internet qu'on le connaît n'existait pas. Il y a le fameux réseau là, du DARPA là, créé par la défense américaine qui va voir le jour sous peu. Puis à cette époque-là, les hackers vraiment s'intéressent surtout aux petits trains électriques. Donc ils vont trouver des façons de jouer dans les circuits électriques pour faire changer les petits trains de direction, tout ça. Mais il y a quand même des gens qui vont à cette époque-là commencer à bidouiller avec les ordinateurs. Ces premiers hackers informatiques-là sont surtout connus pour trouver des failles dans les systèmes d'exploitation des ordinateurs de l'époque. Là. Des gens comme Bill Gates, par exemple, ou même Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, c'est aussi des gens qui auraient pu être désignés comme étant hackers dans le temps. Oui, absolument. Étant donné leur capacité à coder pour l'époque, puis à leur façon de comprendre l'architecture des systèmes d'exploitation des ordinateurs. Là. Et à l'époque, il faut se rappeler, c'est IBM vraiment qui était le gros joueur. Oui, exact. Mais Wozniak en faisait plusieurs des coups, justement. Là, il s'amusait aussi, là, des coups de téléphone et tout ça avec des techniques. Oui. Puis, justement, parlant de téléphonie, justement, en 74, il y a eu un hack téléphonique notoire dont j'ai pas le choix de vous mentionner parce que je le trouve savoureux. C'est le cas de Captain Crunch. C'est comme ça qu'on appelle cette histoire-là. Il s'agit d'un coup d'un certain John Draper qui deviendra par la suite un nom très connu là, dans le monde informatique. À cette époque-là, John est un programmeur qui s'intéresse aussi beaucoup là, au réseau téléphonique, là. Tout comme Steve Jobs et Steve Wozniak à cette époque, là, qui fabriquaient des blue box pour un peu pirater le téléphone. Là. Puis c'est ce qu'il fait lui aussi. Donc, il construit les genres de radios pirates et expérimente avec les fréquences téléphoniques. Puis avec l'aide d'un sifflet pour enfants qu'il va avoir trouvé dans une boîte de céréales Captain Crunch, John Draper va réussir à produire une fréquence de 2600 Hz. Puis cette fréquence-là, c'est un son extrêmement aigu, non perceptible. Puis cette fréquence-là de 2600 Hz, ça correspond à certaines fréquences du réseau téléphonique d'AT&T à l'époque. Donc, avec ce sifflet-là, cette technologie vraiment rudimentaire, Draper a réussi à effectuer des appels gratuits en utilisant cette fréquence-là. Donc, il a exploité une faille dans le système téléphonique. Il fut arrêté pour ça, puis il a dû compléter 50 probations. Oui. Au moins, il n'a pas fait de prison. Là. Oui. Mais c'était le grand piratage de l'époque. Maintenant, on pirate justement des grands réseaux, mais à l'époque, c'était le réseau téléphonique. Là. Ça devait quand même être quelque chose. Oui, puis je me demande comment il y a eu l'éclair, tu sais, comment il a fait mesurer, t'as des trucs pour mesurer la fréquence, mais il a fait combien de tests avec son sifflet pour arriver à cette fréquence-là? C'est ça qui m'intrigue, en fait, comment il a pu arriver à déterminer que tel souffle, c'est pas simple là, de contrôler ça par juste le souffle, tu sais, me semble, en tout cas, du moins. À moins que l'angle, il était tellement bien fait que ça devait être peut-être pas loin par défaut quand tu soufflais de cette fréquence-là. Oui, je sais pas par après, mécaniquement, comment ça marchait. Je sais que le sifflet en question est exposé dans un musée de l'informatique. Oui, ça, je l'ai vu, à quelque part. Donc, c'est quand même drôle. C'est assez drôle. Dans les années 80, maintenant, l'arrivée plus massive des ordinateurs personnels fait apparaître des nouvelles formes de hacking en lien avec les systèmes d'exploitation. On voit apparaître les premiers virus informatiques, entre autres. En 83, il y a le film War Games qui va sortir, qui est un film vraiment iconique du monde informatique, qui révélera le hacking au visage du grand public. Dans ce film, un jeune homme dans son sous-sol de banlieue réussit à s'introduire dans un réseau militaire et déclenche la Troisième Guerre mondiale à partir de son ordinateur. Donc, le film allait tout de même dépeindre un certain futur à venir. C'est vrai. D'une certaine manière, les prochaines guerres, même les guerres actuelles, sont beaucoup par l'informatique. Ah ben oui, c'est clair. En 1986, le gouvernement américain est un peu alarmé par la situation et met en place la première loi en lien avec le piratage informatique. C'est le fameux Computer Fraud and Abuse Act qui est toujours en vigueur aujourd'hui puis qui envoie quand même encore des gens en prison.
Et là, il faut que je vous parle de quelqu'un, entre autres, là, Robert Morris, qui est le créateur du Morris Worm, donc du ver Morris. Il a été un des premiers condamnés là, en vertu de cette loi-là. Il avait créé un ver informatique qu'il a lancé à partir du réseau du MIT, lui aussi, et qui infectait les ordinateurs qu'il réussissait à rejoindre. Okay. Donc, justement, les vers allaient infecter d'autres ordinateurs. Puis le ver avait la particularité de vérifier si chaque ordinateur avait déjà infecté, de sorte là, qu'il ne perd pas son temps, puis il se dirige ailleurs. Bon. Mais cependant, le ver n'était pas toujours précis à ce point-là. Donc, il y a plusieurs ordinateurs qui ont été infectés plusieurs fois, puisque ça causait des ralentissements importants là, dans les réseaux informatiques. Puis le gouvernement a estimé là, que les coûts totaux de baisse de productivité et de diagnostic, là, à savoir à trouver c'est quoi le problème, a coûté environ 10 millions de dollars pour l'époque. Donc, c'était une grosse fraude, mais lui, il voulait juste tenter de tester le système un peu. Oui, tester le système un peu, mais en le testant, il a fini par le surcharger puis à le faire planter. Donc, Robert Morris a été le premier condamné là, en vertu de la loi sur la fraude informatique. Dans les années 90 maintenant, avec l'arrivée plus massive d'Internet, on voit vraiment apparaître là, du piratage de plus haut niveau et des virus plus sophistiqués. On va voir du vol de données, par exemple, du piratage, du vol de systèmes informatiques, du clonage de téléphones cellulaires, ça aussi c'était bien à la mode, là, des fraudes de réseaux téléphoniques, encore une fois parce que le téléphone était encore très présent, et des fraudes bancaires aussi. Donc on atteint un autre niveau. Là. C'est aussi dans les années 90 qu'un mouvement d'activistes là, nommé les cypherpunks va voir le jour. Et puis eux, les cypherpunks vont être un peu des précurseurs, là, des pionniers dans le monde de tout ce qui est encryptement de l'information et protection de la vie privée et des données. Là. Donc eux vont vraiment jouer un rôle là-dedans. Il va y avoir des gens à Montréal même qui vont s'afficher en tant que membres des cypherpunks. C'est un enjeu qui est encore bien présent aujourd'hui. Oui, exact. Puis même Paul Leroux, il n'était pas nécessairement un cypherpunk, mais il s'identifiait beaucoup à eux dans son discours, justement, là, à cette époque-là. Dans les cas de piratage notoire de cette époque, dans les années 90, on retrouve celui de Kevin Paulson. Ah, ben oui. En 94, Kevin Paulson est arrêté pour avoir réussi à pirater le réseau téléphonique de la station de radio Kiss FM de Los Angeles. Et là, c'est très drôle. Il a réussi à se garantir la 102e place dans la file d'attente d'appel, lui faisant remporter une voiture, le Porsche 944. Donc, il a réussi à gagner une voiture en positionnant son appel comme au bon numéro. Là. Et lui, il fut poursuivi par le FBI, en fait, pendant plusieurs années. Il est parti en cavale. Je sais pas s'il est parti avec sa Porsche, mais il est vraiment... pendant plusieurs années, il était introuvable. Et quand le FBI l'ont retrouvé, ben, il s'est mérité là, un 5 ans de pénitencier. C'est beaucoup de... Tu la payes, ta Porsche. C'est beaucoup d'années, tu sais. En plus, à l'époque, là, ces systèmes-là, ils ne devaient pas avoir de sécurité. Puis c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui savent comment les programmer, les contourner. Mais oui, c'est un défi, mais c'est ça, tu sais. C'est tellement une autre époque aujourd'hui. Mais je me demande si c'était pas sauvé. Je suis pas convaincu. Il aurait peut-être pas fait de prison, peut-être, tu sais. Oui, c'est vrai. Il aurait peut-être été plus sans doute clément. Que non. Oui, c'est ça, il aurait été plus clément, mais quand tu te sauves, je pense que c'est ça qui irrite un petit peu plus le juge. Ben oui. Toujours dans la même année, là, en 94, Vladimir Levin, un hacker russe originaire de Saint-Pétersbourg, là, selon la légende, effectue une des plus grandes fraudes bancaires de l'époque en piratant le réseau de la banque Citibank et en ayant accès aux comptes de ses plus gros clients corporatifs. Donc, il va tenter de transférer plus de 10 millions de dollars dans des comptes un peu partout dans le monde grâce à un vaste réseau de complices. Donc, l'avis de Levin est très flou. Hein? Certains questionnent ses compétences informatiques et certains groupes de hackers russes prétendent qu'il aurait acheté la clé du réseau pour seulement 100 $. Peut-être même sur le dark web. Là. Donc, il sera déporté par la suite aux États-Unis où il subira un procès pour conspiration et fraude. Il sera condamné à 2 ans de prison dans son cas et devra restituer une grande partie de l'argent manquant. Encore aujourd'hui, apparemment que 400 000 $ restent toujours introuvables dans ce qu'a dérobé Vladimir.
Un autre acteur notoire de la scène hacker des années 90, c'est Kevin Mitnick, reconnu pour sa longue cavale lui aussi. Là. Il sera arrêté en 1995 après plus de 2 ans sur la route. Mitnick aurait volé plusieurs systèmes d'exploitation de manufacturiers informatiques et se serait entre autres là, infiltré dans les réseaux de Pacific Bell, qui est un fournisseur téléphonique de la Californie, obtenant là, accès à toutes les boîtes vocales des clients du réseau. Donc, je suis pas sûr qu'il a utilisé vraiment ça, mais à cause de ça, lui aussi va servir 5 ans de prison pour cette intrusion. Ah oui, lui, il est iconique à cause du temps en prison qu'il a fait par rapport à son geste. Je sais qu'il y a, pour le monde des hackers, c'est quasiment l'icône qui a un peu... ça l'a un peu médiatisé, médiatisé le phénomène encore plus quand lui s'est fait arrêter. Ah, tout à fait. Au cours des années 2000, maintenant, la décennie suivante, le hacking va prendre des proportions inégalées et c'est là qu'on va réaliser l'ampleur du pouvoir, mais aussi des faiblesses des systèmes informatiques. Le cas de Stuxnet, là, dont on vous a déjà parlé dans un épisode, démontre à quel point là, un virus pourrait être en mesure de perturber l'ordre mondial. Donc, on se rappelle là, que ce ver informatique s'était infiltré dans des usines nucléaires en Iran. Il pouvait transformer là, ces bases en véritables bombes là, à distance. Donc, très, très inquiétant. Les hackers, dans les années 2000, vont commencer à s'organiser davantage. C'est aussi là qu'on va voir l'ébullition de l'activisme, là, et vraiment qui est un courant qui consiste à utiliser les ressources informatiques comme outils de changement sociaux. Et c'est là qu'on va avoir des gens comme Aaron Swartz qui vont entrer en scène. C'est dans les années 2000 aussi qu'on va voir une certaine émergence du dark web aussi avec des entrepreneurs qui vont y faire fortune. Donc le hacking vraiment se diversifie. On va voir aussi apparaître vraiment la dualité white hat, black hat, on vous en a déjà parlé dans certains épisodes, mais les hackers, là, chapeau noir, sont un peu ceux qui vont utiliser ces compétences informatiques-là pour faire le mal, ou du moins pour faire des actions un peu plus malsaines, illégales, exactement. Les white hat, eux, sont des hackers qui vont plutôt se faire engager par les entreprises pour trouver des failles dans leur système, par exemple. Oui, où ils vont les informer. Si, par exemple, ils hackent l'épicerie du coin, je dis n'importe quoi, ben il va appeler le lendemain, il va contacter, leur dire qu'il y a un trou de sécurité. Il va pas profiter de la faille en tant que tel. Non, exactement. Puis c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'Anonymous va naître. On revient à notre histoire. Au début des années 2000, plusieurs passionnés d'informatique, dont beaucoup d'autodidactes, mais aussi des hackers, des programmeurs, des activistes informatiques, vont se réunir sur certains forums afin d'échanger en toute confidentialité. Certains sont des pères ou des mères de famille. Certains sont des intellectuels sans emploi et d'autres au service de grandes compagnies technologiques. Lorsque le site 4chan, dont on vous a déjà parlé à multiples reprises, est fondé en 2003, il créera une certaine révolution auprès des internautes désirant un peu plus de edge ou d'émotions fortes sur Internet. 4chan permet à chaque utilisateur de rester anonyme et va éventuellement obliger les utilisateurs à avoir le mot « Anonymous » dans leur nom d'utilisateur. 4chan fut à la base fondé par un utilisateur du nom de Moot, et ce M-O-O-T, et sera inspiré de certains sites web japonais où l'on partage des images de manga ou d'anime. On estime que c'est à cette même époque que Anonymous sera fondé, inspiré de l'aspect anonyme de 4chan. Au départ, les utilisateurs vont créer des genres de coups pendables en utilisant la force du nombre et l'anonymat, évidemment. Par exemple, en janvier 2006, plusieurs membres anonymes de 4chan vont faire éruption dans le réseau social Abo, destiné aux adolescents. Ça, je la trouvais bien bonne. Là. Ils vont utiliser tous le même avatar dans le jeu, créant la confusion auprès des vrais utilisateurs réguliers. Et ils vont bloquer la piscine de l'hôtel, car dans Abo, tout se déroule dans un genre d'hôtel. Ce coup-là était vraiment savoureux. Tu vois, tous les personnages avaient choisi un avatar de justement un homme noir complet avec un afro. Puis tout le monde avait le même avatar. Puis il allait faire justement des genres de mauvais coups dans le jeu, de bloquer le passage à certains endroits. Puis justement, sachant qu'ils pouvaient pas... ils ont empêché en fait les utilisateurs réguliers d'avoir accès à la piscine, qui était un endroit très convoité dans le réseau social. Oui, exact. Puis ils ont fait ça parce que aux États-Unis, il y a un enfant qui a été sorti d'une piscine publique parce qu'il avait été déclaré séropositif. Ah oui. Puis ils savaient pas, ils n'ont jamais su comment que les responsables de la piscine ont pu le savoir, mais le fait qu'ils ont renvoyé l'enfant, ils ont sorti l'enfant de la piscine à cause de ça, c'est ça qui a provoqué cet événement-là, que je trouve un peu rigolo, puis c'était leur première grande action, disons, organisée, orchestrée qu'ils ont fait. Là. Oui.
À partir de cet instant, les membres officiels d'Anonymous vont s'organiser plus étroitement sur le réseau de chat IRC, là, ou MIRC, comme on dit aussi, afin de planifier de réelles opérations avec des impacts sociaux. C'est à cette époque-là qu'ils vont adopter le masque de Guy Fawkes, là. Le masque qu'on voit toujours d'Anonymous, là, le masque blanc avec des lignes noires là, qui définit un peu le visage, un peu comme un rectangle un peu à l'envers, là, si on veut, là, qui suit la forme du visage. Mais pourquoi ce masque qui est devenu un icône des protestations Anonymous? Ce masque, en fait, il a été popularisé par le film V for Vendetta, que tu as sûrement déjà vu, Émile, là, qui est un très bon film, là, qui est sorti en 2006, qui dépeint un futur dystopique du Royaume-Uni. Dans ce film, qui est basé sur une série de bandes dessinées, le personnage principal, V, tente de détruire le régime suprémaciste en place à l'aide d'actes de terrorisme. Dans le film, il porte un masque avec le visage d'un personnage historique nommé Guy Fawkes. Qui est donc ce fameux Guy Fawkes? Il s'agit d'un révolutionnaire anglais qui a tenté d'assassiner le roi James VI en 1605, là, ça remonte bien avant l'ère numérique, là, dans un complot qu'on a baptisé le Gunpowder Plot. Guy Fawkes était en charge d'allumer la mèche qui allait faire exploser des barils de poudre à canon localisés dans une maison officielle où étaient réunis tous les personnages politiques importants de l'époque. Hélas, quelqu'un a vendu la mèche, sans mauvais jeu de mots. Et les victimes potentielles ont été averties en avance. Malgré tout, le groupe de conspirateurs a décidé de procéder, mais il était trop tard. Le plan a échoué. Malgré tout, Guy Fawkes demeurera un symbole de protestation et d'incitation au changement. Oui, c'est de là que ça vient. Oui, puis ça reste toujours, puis on dirait qu'on même Mr. Robot dans leur série, c'est sûr, c'est inspiré d'Anonymous aussi, là, mais c'est utilisé largement, puis on dirait que toute protestation maintenant, on en voit régulièrement dans toutes les protestations. C'est ça, c'est symbolique. Je trouve que ça a le même. Je trouve que oui, le film l'a mis en place, Anonymous l'a encore plus popularisé, mais je trouve que maintenant même le symbole, il a sorti un peu d'Anonymous pour quand les gens le portent pour manifester. Ben oui. Anonymous, par ses différentes interventions, recherche à réaliser des prises de conscience collectives et une révolution de masse contre tout ce que l'organisation perçoit comme des entités qui sont corrompues, tout en essayant de maintenir évidemment l'anonymat. C'est ainsi que leur regard se jettera sur l'Église de Scientologie en raison du pouvoir qu'il exerce sur leurs membres et surtout de la censure qu'ils tentent d'infliger sur l'Internet. Cela mènera vers le projet Shanology que nous avons décrit plus tôt. En fait, Shanology, Église de Scientologie, puis Shan, c'est pour 4chan. Oui. Juste parce que je pense qu'on ne l'avait pas expliqué plus tôt. Toutefois, les scientologues vont mener leur propre enquête suite aux événements de 2008. Ils vont engager des détectives privés pour tenter de faire suivre des membres d'Anonymous. Certains membres vont craindre pour leur vie, se faisant suivre constamment. C'est fou ça, hein? Oui, ils ont des moyens. C'est incroyable. Le problème, c'est que les scientologues ont beaucoup de moyens financiers et ils ont une mentalité d'intimidateur, donc ils n'hésitent pas à provoquer leurs ennemis. Ceci dit, en 2009, après les événements, les deux groupes ne s'intéressent plus tellement l'un à l'autre. L'Église a renforcé la sécurité de ses sites web et a cessé de provoquer Anonymous. Ces derniers ont d'ailleurs de moins en moins de popularité et ils attirent de moins en moins l'attention, de sorte qu'il y a même une diminution des membres engagés. Il est donc temps qu'Anonymous commence à préparer un autre coup, Opération Payback. Et c'est ainsi qu'on va remercier nos membres Patreon, mon cher Seb. Je te laisse commencer. Oui, un gros shout-out à Nat et Jess. Beaucoup d'amour à toi, Jean-Michel B. On te donne du love, Pauline J. On pourrait pas faire le show sans toi, Raphaël H. High five à Catherine. Aussi un gros high five à Floriane A. Sans oublier Émiline alias Mameux. On veut aussi donner beaucoup d'amour à Sandra D. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Stéphanie G. Plein de respect à toi, Geoffrey H. Cynthia A. Je te fais un high five. Et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans Martin P? Je le sais pas. On partage une bonne bière avec Yann P. Annabelle TL, on pense à toi à chaque fois qu'on fait le show. Et pour conclure, le mystérieux Jonathan. Merci à tous nos membres Patreon, respect à vous. Oh oui, merci. Revenons vers notre histoire maintenant. Tu as parlé, Seb, de Opération Payback, du moins c'est vers là que tu t'en allais. En fait, cette opération-là, pour en parler un peu parce que ce fut quand même assez important dans l'histoire d'Anonymous, nous sommes en 2010 dans la foulée de Wikileaks, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, des milliers de courriels diplomatiques là, et d'employés des services gouvernementaux américains sont révélés au public là, via le populaire site d'information classifiée. La politique américaine est dans l'eau chaude
chaude et tout le monde tente de retrouver Julian Assange, le fondateur du site. En parallèle, une vague d'attaques anti-piratage s'abat sur l'Internet afin de cesser le partage de musique et de films sur des sites comme The Pirate Bay à l'époque. En Arabie Saoudite, des gros joueurs de Bollywood vont même engager des firmes informatiques pour pirater des sites qui refusent de retirer du contenu protégé par les droits d'auteur. C'est fou. Hein? Donc cela va mettre le feu aux poudres de certains membres d'Anonymous. Le fait qu'on veuille enlever la liberté d'expression et la liberté de partage sur le web. Cette vague d'attaques et de dénonciations anti-piratage va aussi se répandre jusqu'en Amérique. Entre autres, les organisations dont la Motion Picture Association of America, la MPAA, ou encore la Recording Industry Association of America, la RIAA, seront ciblés par Anonymous, et sévèrement même. Ils seront fermés pendant un total de 30 heures. C'est beaucoup. Là. Oui. Des firmes d'avocats qui soutiennent les initiatives de ces organisations vont être aussi ciblées par des attaques. Il y a plusieurs autres qui vont suivre, de sorte que on sait même pas, on appelle ça opération payback, mais en même temps, c'est tellement diversifié qu'on se demande un peu qu'est-ce qui vise exactement. Parce que là, c'est des sites d'associations de producteurs de films, mais en même temps, ils vont cibler plein d'autres entreprises. Et là, vous allez voir, j'y arrive parce que ça va devenir juste de plus en plus gros. En décembre 2010, la pression politique suite aux révélations de WikiLeaks sont énormes aux États-Unis et certaines entreprises décident de ne plus soutenir les dons effectués à WikiLeaks. PayPal, par exemple, ne permettra plus aux utilisateurs de faire des dons à WikiLeaks. Ils vont enlever carrément le compte de leur système. C'est le cas aussi de Mastercard, d'Amazon, de Visa et de Bank of America. Donc, des gros joueurs qui peuvent être des très bonnes cibles pour Anonymous. Donc, ils vont lancer des attaques DDoS pour tenter de stopper ces sites et foutre le bordel en bon français. Visa et Mastercard verront leur site complètement fermé pendant plusieurs heures et PayPal verra un gros ralentissement de ses services. PayPal était peut-être un peu mieux préparé à l'époque, mais quand même, ça a été assez grave. Et pour la première fois, les grandes corporations mondiales auront un avant-goût de la cyberguerre qui est en cours depuis les années 80, mais à une échelle plus humaine, qui vraiment concerne les consommateurs et un peu monsieur, madame, tout le monde. Qui n'étaient pas nécessairement concernés par les attaques d'usines nucléaires en Iran, ou le Morris Worm. Dans le cas d'Amazon, l'opération va être avortée car Anonymous n'a pas réussi à recruter assez de gens pour lancer des attaques sur le site, pour créer un assez gros botnet. Et qui est le site d'Amazon, évidemment, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'est quand même gigantesque et quasi impossible à faire crasher. Même dans les années 2010, il était déjà très avancé au niveau de... c'est les champions du cloud, Amazon, même depuis beaucoup d'années. Fait que eux, l'infrastructure technologique, ils la maîtrisent bien. Puis on voit que pour on va y venir, mais pour organiser une attaque comme ça prend beaucoup de coordination. Ça prend évidemment un individu comme toi et moi peut facilement envoyer une forme d'attaque DDoS via un logiciel, mais pour lutter contre un gros réseau comme Amazon, ça prend plusieurs volontaires qui... Oui, c'est la force du nombre en fait qui fait que ces attaques-là fonctionnent généralement. Puis ça se multiplie par la suite. Dans le cas de cette attaque, comme dans celle de Channelology, entre autres, la technologie employée se nomme LOIC. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. C'est le Low Orbit Ion Cannon, en fait, qui est une référence au jeu Red Alert. Oui, c'est ça, c'est une arme dans le jeu Red Alert et ça existe comme ça. Donc, c'est un logiciel qui est open source, qui est encore disponible aujourd'hui, qui permet à n'importe qui de faire des attaques DDoS sur un site en quelques clics. Donc, tu downloads LOIC, je l'ai trouvé. C'est gratuit, tout ça. Tu peux l'installer sur ton ordinateur et tu peux, en fait, c'est aussi simple que tu as à peu près juste à taper le nom du site web que tu veux targeter. Puis par la suite, j'imagine qu'il y a d'autres manipulations à faire, mais c'est grâce à ce logiciel-là qu'ils ont fait toutes ces attaques-là. Oui, si vous voulez l'essayer, changez votre adresse IP avant de le faire. Parce que là, vous allez être étiqueté. Ces attaques-là vont être répertoriées sur le serveur que vous allez attaquer avec votre adresse IP. Donc, vous pouvez avoir une visite surprise.
je vous le dis d'avance. Et attaquez pas le distorsionpodcast.com. Non, s'il vous plaît, mais on est bien protégés. Il y aura des réelles conséquences pour les initiateurs de cette opération-là, d'opération Payback. Il y a 13 membres d'Anonymous qui vont être révélés au grand public pour la première fois, puis ils seront poursuivis en justice pour conspiration dans le but de causer des dommages à un ordinateur protégé. Bon, j'ai traduit ça de l'anglais. Là. On va voir des noms comme Commander X qui vont être révélés, ainsi que d'autres noms d'utilisateurs comme Anon5, Anony Josh, Grishnav, il y en a un autre qui va s'appeler The Mind, et plusieurs autres alter ego. Il s'agit de la première fois que des noms vont être révélés comme ça là, au grand public. Mais nous savons que dans le fond, là, les gens qui ont pris part à cette attaque sont beaucoup plus nombreux que ces 13 personnes-là. Oui, absolument. Puis les différentes arrestations, justement, dans l'opération Payback, ont ralenti quelque peu Anonymous, parce que ça fait peur aux gens. Mais le collectif n'a pas cessé de vouloir s'impliquer dans différents conflits à travers le monde et dénoncer particulièrement la liberté d'expression. Comme par exemple, il y a eu l'opération Tunisie. En décembre 2010, en Tunisie, durant les manifestations antigouvernementales là, pendant le printemps arabe, là, la révolution tunisienne, Anonymous a publié une vidéo sur YouTube déclarant ses intentions d'attaquer à leur manière le gouvernement tunisien. Évidemment, par la suite, le collectif a lancé des attaques DDoS contre des sites web gouvernementaux de la Tunisie. Anonymous a même fourni aussi aux manifestants via des blogueurs tunisiens parce que eux, là, leur accès Internet est vraiment contrôlé. Oui. C'est pas comme la Chine, mais presque, là, d'une certaine manière. Ils n'ont pas accès à tout. Tout est vérifié par le gouvernement et tout ça. Puis Anonymous, pour éduquer la population à contourner le système, justement, ils utilisaient des blogueurs influents de la Tunisie. Puis ils donnaient des documentations comment utiliser Tor. Tor, entre autres, c'est un navigateur que vous pouvez utiliser sur le web de surface pour être anonyme, mais en particulier sur le dark web, avec des scripts aussi pour contourner toutes les mécaniques de surveillance de l'État. La fourniture d'informations a été considérée par certains comme faisant partie aussi d'une autre opération de Anonymous qui s'appelait Leakspin. Ils ont également aidé à transmettre des informations sur les manifestations à l'intérieur et à l'extérieur du pays, parce que même cette info-là aussi, on le sait, elle est contrôlée encore pour le gouvernement. Donc, les sites gouvernementaux en Tunisie ont été mis rapidement hors ligne à la suite des attaques. Par contre, il y a un des blogueurs tunisiens qui les a aidés, qui s'appelle Slim404, comme une erreur 404. De son vrai nom, Slim Amamou, a été arrêté, lui, le 6 janvier 2011. Il a ensuite été libéré de prison et est devenu, c'est ça que je trouve drôle, c'est la finalité, il est devenu secrétaire d'État au sport et à la jeunesse pour le gouvernement tunisien. Mais il a démissionné en mai, donc quelques mois plus tard, pour protester contre la censure du web par le gouvernement de transition. Parce que ça a eu un certain impact, là. Je ne suis pas un grand spécialiste de la situation en Tunisie, mais vu que c'est un gouvernement de transition, j'ai l'impression que toutes ces manifestations-là ont eu un vrai impact positif au niveau de la tutelle qui gérait le pays. Là. Mais ça a été, là, on vous le résumer rapidement, là, mais ça a été extrêmement médiatisé. Anonymous, ils ont sorti beaucoup de vidéos, puis ils voulaient s'attaquer à ça. Mais c'est de s'attaquer à des gouvernements comme ça, pour eux, c'est pas si complexe que je lisais, parce que justement, ils ont des infrastructures, mais étant donné qu'ils sont tellement renfermés sur eux-mêmes, ben là, ils ont dû se protéger mieux, mais c'était pas des infrastructures si dures que ça à attaquer et justement à faire tomber. Non, c'est clair. Par contre, une autre grosse structure qui, elle, a été plus difficile à faire tomber puis qui a causé des dommages vraiment incroyables. Puis moi, je m'en rappelle parce que je l'ai vécu, sans doute que toi aussi, mais c'est ce qu'on appelle le grand piratage de Sony PlayStation de 2011, là, The Great Sony PlayStation Hack. C'est comme si c'était un film, un film légendaire. Et ça, c'est quand même un événement important, je dirais, dans le monde du hacking en général, qui demeure quand même. Il y a une grande partie de mystère encore dans cette histoire-là. Je vous en parle un peu. En avril 2011, une série d'attaques sont dirigées vers le site de Sony PlayStation ainsi que leur serveur qui s'appelait Curiosity à l'époque. Non seulement le réseau sera fortement incommodé, mais il sera hors ligne pendant 23 jours. Mais en plus, des informations à propos de 77 millions de comptes d'utilisateurs seront dérobés. Et là, il y en a qui disent, Seb, que c'est même 100 millions. Là. Donc, ce serait au-delà de ça. Là. Ce qui en fait un des plus importants vols de données de l'histoire. Carrément. Oui. C'est plus gros que Desjardins, là, ça. Là. Dans ce cas-ci, il ne s'agissait pas seulement d'une attaque DDoS, mais bien aussi d'un ver là, qui est allé puiser de l'information sur les serveurs de Sony. Donc, elle est bien différente. Là. C'est même à se demander,
est-ce que vraiment Anonymous était derrière ça, tu sais? On soupçonne aussi qu'une faille dans un update de la PS3 à l'époque qui transforme la console en outil de développement. Il y avait eu un firmware update qui permettait d'ouvrir une petite porte pendant un très court laps de temps. On se demande si ça n'aurait pas pu être à la source de cette attaque-là. L'attaque principale est souvent attribuée à Anonymous, bien que ce ne soit pas clair, puisqu'aucun coupable n'a officiellement été condamné. Moi, j'ai vu dans un documentaire, on nommait personnellement quelqu'un, mais étant donné que il y a plusieurs layers, il y a plusieurs couches à cette attaque-là contre le PlayStation Network, ça laisse penser qu'il y a peut-être d'autres hackers qui sont derrière ça aussi, peut-être en plus. Même des complices moi, je me demandais s'il n'y avait pas des complices de chez Sony, même. Peut-être même, mais Sony a fait une grosse enquête là-dessus, là, puis s'est attribué une certaine part de responsabilité aussi. On ne saura jamais, mais peut-être que le firmware update en question avait été volontairement altéré pour permettre une intrusion. On ne sait pas. Il y en a certains qui vont croire que c'est LulzSec, qui est une autre organisation de hackers affiliée à Anonymous, qui soit à l'origine de l'attaque, car eux, ils avaient aussi attaqué différentes entités de Sony en Europe, notamment leur division de cinéma. Donc, dans la même année, on sait que LulzSec, et on va en parler tout à l'heure en passant, pour nos abonnés Oui Monsieur sur Patreon, on va faire un after show sur ce show-là, évidemment, c'est le dernier de notre saison, donc on va prendre un petit peu de temps pour discuter de certaines choses, puis on va parler un petit peu plus de LulzSec, qui est aussi un autre grand groupe de hackers dans la foulée d'Anonymous. Puis eux ont été actifs dans cette année-là. LulzSec ont fait beaucoup de choses, mais en une seule année, dans l'année 2011, et on sait que Sony a été une de leurs cibles à maintes reprises. Donc on se dit, est-ce qu'ils ne pourraient pas être derrière ça? Parce qu'en même temps, LulzSec n'ont pas le même agenda qu'Anonymous. Non, pas du tout. Anonymous, on comprend qu'ils veulent mettre le Sony PlayStation down, qui veulent attaquer le réseau pour, je sais pas moi, lutter contre le capitalisme, mais je sais qu'il y avait d'autres objectifs derrière. Mais de voler des données, c'est pas du style d'Anonymous, parce que ça, tu tombes un peu plus dans une zone noire du hacking. Donc, c'est ce qui sème le doute un peu. Donc, malgré les impacts importants, tous les jeux qui ont été mis hors ligne, mais aussi tous les efforts que Sony ont dû mettre pour rebâtir leur infrastructure réseau, qu'ils ont dû rebâtir presque du début, malgré toutes les mises en demeure de joueurs frustrés qui ont été envoyés à Sony, parce que ça, il y en a eu aussi. Il n'y a aucun coupable officiel qui a été identifié. Donc, d'une certaine façon, le grand piratage de Sony de 2011 demeure un des grands mystères de l'ère numérique, mon cher Seb. Je ne sais pas si toi, tu as une opinion là-dessus. Non, pas de temps. En fait, j'ai à peu près les mêmes informations. Je me souviens, à l'époque, j'étais plus sur PlayStation à cette époque-là. En 2010, moi, ça m'avait pas touché personnellement, mais je me souviens que ça avait marqué le monde du gaming et de l'informatique en général, parce que c'était énorme. Puis, en fait, ce qui était le plus grave de ça, oui, le piratage, mais c'est la panne. C'est rare, une panne de 23 jours. Dans le monde du gaming, c'est rapide. Là. À chaque jour, on se demandait, est-ce que c'est disponible aujourd'hui? Oui, il y a des jeux que tu pouvais jouer offline et tout ça, mais il y en a quand même beaucoup que tu pouvais pas. Tu n'avais pas accès aux fonctionnalités réseau du jeu. Puis en même temps, tu avais un peu le gun s'attendre à savoir est-ce que mes données sont en train de se faire voler. Oui, exact. Je me souviens pas comment ils ont géré ça par rapport aux utilisateurs. Est-ce qu'ils ont révélé, si toi, par exemple, tu as été piraté, est-ce qu'ils t'avisaient, un peu comme Desjardins ici le faisaient? Eux, ils ont fait du damage control. Ils ont prétendu que, sur les 77 millions, il n'y en avait que 37 000 qui étaient vraiment affectés. Ils se sont excusés, mais ils ont été beaucoup critiqués, entre autres même par le gouvernement, en fait. Là. Ils ont été critiqués pour avoir mis beaucoup de temps pour réagir puis pour poster des articles de blog, par exemple. Mais le feu était pris dans la maison. Je pense que oui, là, ils n'attendaient pas, les gens ne devaient pas se tourner les pouces, selon moi. Là. C'était toute qu'une attaque. Ah oui. Puis l'année suivante, je crois même qu'Anonymous s'est intéressé au Québec, Seb. Absolument. Je sais pas si vous vous souvenez, au Québec, là, en 2012, là, c'était les manifestations. Ça brassait, là, ça créait de la zizanie dans les amis, tout ça. Là, moi, je me souviens. C'était les manifestations étudiantes, les fameux carrés rouges. Là, parce que le printemps érable. Oui, exact. On s'inspirait de la Tunisie, justement, mais chacun ses enjeux. En fait, c'est que le gouvernement libéral, juste pour faire une histoire courte, le gouvernement libéral voulait
augmenté les frais de scolarité à l'époque et ça a créé une tollée sans précédent. Je ne vais pas plus commenter cet événement-là, mais bref, le 20 mai 2012, Anonymous a lancé l'Opération Québec en réaction à l'adoption du projet de loi 78 par le gouvernement du Québec. C'était une loi temporaire pour arrêter la grève étudiante qui perdurait et la rendre illégale, pour permettre aux étudiants de retourner en classe après plusieurs semaines de manifestations. Parce qu'il y en avait des étudiants qui voulaient retourner en classe parce que ça bousculait tout leur cursus scolaire. Il y en a qui terminaient leurs études. Ça a beaucoup d'impact quand tu manques une session, là. Et le gouvernement n'a pas eu le choix d'appliquer cette loi-là. Malheureusement, ça l'a fâché, ça l'a fâché Anonymous. Donc, une vidéo qui a été diffusée par eux qui exhortait le Parti libéral qui est au pouvoir de laisser les citoyens manifester parce qu'en plus de ça, ça l'empêchait toute personne d'être associée à un groupe. Ça, c'est le texte légal, mais au niveau de la loi, c'est que tu n'as pas vraiment le droit de manifester aussi. Là. Oui. Ce qui est quand même, c'est vrai que c'est au niveau de la liberté d'expression, c'est plus ou moins toléré. Mais ça avait été mal géré aussi. Il y avait eu de la violence policière. Ça brassait, mais des fois, je les comprenais aussi, les policiers, parce que ils se faisaient brasser aussi. Mais ça l'a juste dégénéré. Moi, pour 100$ de frais de scolarité, puis au final, là, l'année d'après, les frais de scolarité ont augmenté quand même sous le Parti québécois. Tu sais, fait que ça, dans un sens, ça n'a rien donné. Mais c'était très politisé, puis c'était très polarisé comme opinion. Là, fait que je vais faire attention. Ça a divisé le Québec. Ça a divisé le Québec. Là. Moi, je me souviens de souper d'amis en chicane à cause de ça. Bref. Le 21 mai, le lendemain, les sites web du Parti libéral du Québec, du ministère de la Sécurité publique du Québec, ainsi qu'un site gouvernemental sur l'éthique policière ont subi une attaque par DDoS. Anonymous a ensuite menacé de perturber le Grand Prix de Formule 1 au Canada. Ça se tient à Montréal, pour ceux qui ne savent pas. Cette année-là, c'était du 7 au 10 juin, pardon. Puis de la même manière que pour le Grand Prix de Bahreïn, eux, ils ont réussi à avoir accédé. Anonymous a affirmé avoir accédé à des informations personnelles qui étaient stockées sur le site web de la F1, là, justement, de clients qui avaient acheté des billets. Puis souvent, c'est des clients aisés aussi là, qui peuvent acheter ce type de billets-là. Le 30 mai, Anonymous a divulgué une vidéo intitulée « DVD gouverne », puis entre parenthèses « mental », donc gouvernemental, mais on isole le mot « mental ». Et ça, je m'en souviens de l'avoir vu, puis j'avais trouvé ça un peu, c'est rigolo, mais c'est la haute société, hein, si on peut dire. C'est une séquence de 2 heures qui se déroule à Sagard, au Québec, où il y a une fête pour l'épouse de Paul Desmarais. Peut-être pour nos amis européens, peut-être que ça vous dit rien, là, de Power Corporation, c'est une des plus grosses entreprises canadiennes. Elle détient encore la presse, ils détiennent beaucoup de journaux, beaucoup de médias, puis plein d'autres. Ils sont même dans le cannabis là, maintenant. Là. Donc, c'est une très, très grosse corporation. Eux, ça avait eu lieu en 2008. Puis parmi les invités figuraient l'ancien président américain George Bush, le premier ministre Jean Charest, les anciens premiers ministres Jean Chrétien, Brian Mulroney, des anciens premiers ministres du Canada, l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, plein de gens comme ça populaires. Et en fait, cette vidéo-là qui était privée, elle a été exposée, mais c'est un peu, ça je trouve ça un peu mesquin, là, c'est pour montrer un peu la haute société, là, les gens qui dirigent le Québec. Puis oui, le Parti libéral a toujours été proche de... En fait, c'est à cause de copinage. Ça. Oui, c'est ça, c'est vrai que le Parti libéral a toujours été proche de Power Corporation et inversement. Donc, c'était un peu pour un peu faire salir un peu leur image, mais ça donne ce que ça donne. Ensuite, il y a eu l'opération Charlie Hebdo. Vous vous souvenez sûrement, là, ils ont déclaré... en fait, Anonymous a déclaré la guerre à l'État islamique après... pas juste après, mais l'opération Charlie Hebdo a été une des multiples actions qui ont entamé contre l'État islamique. Le 7 janvier 2015, triste souvenir, là, vers 11h30, heure locale, là, il y a 2 frères, Saïd et Chérif Kouachi, ont pénétré de force là, dans les locaux de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo à Paris. Armés de fusils et d'autres armes, ils ont tué 12 personnes et blessé 11 autres. Les hommes armés se sont identifiés comme appartenant au groupe terroriste islamique Al-Qaïda, qui a pris la responsabilité de l'attaque. Plusieurs attaques connexes ont suivi en France le 7 et le 9 janvier 2015. Notamment, il y a eu une prise d'otage là, au supermarché Cacher, Hyper Cacher, où un terroriste a détenu 19 otages, a assassiné 4 juifs. Le 9 janvier, les 2 mêmes frères ont pris des otages dans une entreprise de signalisation et ont été abattus heureusement lorsqu'ils sont sortis de l'incendie en bâtiment par les autorités. Là. Ah, c'était tout un événement. Ah oui, ça je m'en souviens. Puis vous, amis français, je sais que ça a été encore plus traumatisant, tout ça là, pour vous. Là.
En réponse à la fusillade de Charlie Hebdo, Anonymous a publié une déclaration présentant ses condoléances aux familles concernées et dénoncé les attaques comme une atteinte inhumaine à la liberté d'expression. Ils ont également adressé la parole aux terroristes. Ils disent ceci: « Un message pour Al-Qaïda, l'État islamique et d'autres terroristes. Nous déclarons la guerre à vous, les terroristes. En tant que tel, Anonymous prévoit de cibler les sites web djihadistes et les comptes de médias sociaux liés au soutien du terrorisme islamique dans le but de les perturber et de les arrêter. » L'opération a eu un sujet mitigé parce que j'écoutais un spécialiste puis ce qu'il disait qui est difficile avec l'État islamique versus un gouvernement traditionnel, c'est que c'est pas c'est un peu comme Anonymous, entre guillemets, c'est que c'est pas une organisation qui est très structurée, que dans des sites web officiels ou des présences officielles, eux-mêmes, ils jouent avec ça, ils vont changer de compte pour tout. Il y a toujours des loose cannons, il y a toujours des électrons libres qui ne seront pas officiellement engagés par l'État islamique, qui vont quand même faire des coups en revendiquant là, au nom de l'organisation. Exact. Fait que c'est un peu le même. Il disait que étant donné que c'est décentralisé aussi, c'est plus complexe pour une organisation comme ça de faire des attaques, mais ils ont quand même réussi, mais jusqu'à une certaine mesure. Al-Qaïda est moins présent, mais c'est pas à cause d'Anonymous, évidemment. Puis j'en ai une petite dernière pour vous. En 2012, ils ont réattaqué l'église de Scientologie, en fait, par elle, je la trouvais quasiment rigolote, entre guillemets. Là. C'était l'opération Clear Craig, qui a été mise sur pied en 2012 après une longue enquête des internautes qui sont arrivés à la conclusion que depuis février 2010, là, à peu près un an après la chicane entre Anonymous et l'église, les membres de l'église de Scientologie, eux, ils utilisaient les petites annonces sur Craigslist pour recruter discrètement des nouveaux membres. Ils s'annonçaient pas comme l'église de Scientologie, évidemment. Les annonces attiraient les gens qui souffraient de stress, d'anxiété, de dépression, et eux, ils prétextaient offrir des thérapies de groupe pour les gens en quête de conseils spirituels, mais de façon abordable. C'était des week-ends de thérapie à $50, ils disaient que c'était une OSBL, que les rencontres étaient gratuites, tout pour attirer les gens. Là. Pendant environ un an, Anonymous et d'autres supporters du mouvement, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dénonçaient toutes les annonces qui arrivaient identifiées comme ça, comme du spam sur Craigslist. Mais eux, pas Anonymous, mais l'église de Scientologie en mettait partout aussi. Fait que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont vraiment regroupés, puis sur un forum de discussion qui était dédié à ça, chaque jour, ils mettaient à jour les liens vers les annonces Craigslist pour que le maximum de gens les déclarent comme du spam. Mais c'est un peu plus complexe que ça, toute l'organisation en arrière. Là, il a fallu quand même qu'ils s'organisent. C'est un certain blogueur, là, j'oublie son nom, qui a fait une longue enquête pour découvrir les patterns, trouver les numéros de téléphone qui correspondaient. Parce qu'au final, t'appelais à l'église de Scientologie pour prendre tes rendez-vous et tout ça. Puis il y a même un ancien membre de l'église de Scientologie qui a confirmé ça. Il y a eu un leak sur un de ses blogs qui confirmait les numéros de téléphone puis les tactiques. Ça faisait partie d'un de leurs guides de tactiques de recrutement. En tout cas, bref. Fait qu'ils ont fait encore du bruit, mais ça l'a pas freiné malgré tout les méthodes douteuses de recrutement de l'Église, évidemment. Dernier petit point, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'on n'en entend pas tant. On en entend un petit peu plus parler les derniers temps d'Anonymous, mais pendant plusieurs années, après 2012, c'était assez calme. Non, justement, très, très peu d'actes, du moins, qui étaient grand public. C'est comme on vous dit un peu dernièrement, avec la mort de George Floyd au Minneapolis, ils ont hacké les sites de police de la ville, ils ont fait sortir des données de courriel et tout ça. Mais ça, j'avais lu que c'était un vieux leak de données. Ils avaient déjà hacké cette centrale de police-là, puis là, ils ont ressorti ces données-là. Ils ont fait plein d'interventions du genre, mais je suis tombé on a une spécialiste à Montréal qui travaille à l'Université de McGill, qui est une spécialiste de Anonymous, entre autres, Gabriella Coleman. Et elle a dit que la principale raison pourquoi on en entend beaucoup moins parler, c'est les arrestations qui ont eu lieu. Sans doute. Parce que, étant donné que c'était pas une organisation qui est organisée comme une entreprise. Une entreprise, là, ça s'assure toujours de la pérennité de ses employés. La pérennité de son entreprise et de ses employés, ça fait partie des choses qu'elle a à faire. Mais un collectif désorganisé, c'est pas nécessairement sa survie, c'est pas sa tâche première. Non. Puis étant donné qu'il y a beaucoup de têtes principales qui ont été arrêtées, qui ont dû se retirer de ça, ça fait que le groupe est un peu plus désorganisé, moins de leaders. Donc, ils sont moins arrivés à
orchestrer ça. Puis moi, mon autre théorie, c'est que beaucoup de ces gens-là ont eu des familles maintenant. Dans le sens que quand tu es plus jeune, tu as plus de temps pour t'impliquer comme ça. Puis j'ai l'impression qu'une partie de cette génération-là qui était dans les premiers, un peu comme nous, là, ils ont des familles, fait qu'ils ont moins de temps pour certains loisirs, là, peu importe. Mais là, j'ai l'impression que justement depuis 1 an ou 2, le fait qu'on en entend plus, j'ai l'impression qu'une nouvelle génération de hackers qui a pris le relais. Des plus jeunes qui ont voulu prendre le relais de ça. Donc, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Moi, je trouve que ça fait du sens, là. Parce qu'aujourd'hui, les moyens techniques des autorités ont changé aussi. C'est vrai que c'est plus dur d'être complètement anonyme et de pas te faire arrêter. Il y a toujours du monde qui passe à travers les mails. Oui. Mais malgré tout, il y en a des arrestations. Puis quand tu te fais arrêter, c'est sévère. C'est de plus en plus sévère. Oui. C'est des vies en prison. Hein. Oui, c'est ça, surtout aux États-Unis. Oui, le cas d'Aaron Schwartz, de Russell Brick, tout ça, c'est des immenses peines. Donc, c'est sûr que ça refroidit. Puis de plus en plus, je pense que les services policiers, on l'a vu quand on a fait notre série télé de Distorsion, les services policiers sont de mieux en mieux équipés. Ils ont des escouades informatiques de cybercrime. Ils engagent des hackers. Tu sais, il y en a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup de membres ou d'ex-membres d'Anonymous ou même des gens dont je vous ai nommé tout à l'heure là, qui ont hacké des systèmes, des concours, des trucs comme ça dans les années 90-2000. Ils sont devenus des informateurs, même des gens qui ont aidé le gouvernement puis aidé les services secrets à piéger d'autres hackers. Donc, il y a aussi un retournement de blouson qu'on voit moins dans le crime organisé traditionnel. Oui, c'est vrai, t'as raison. On va en voir là, des motards ou des mafieux informer les policiers, tout ça, mais c'est moins commun que dans le monde du hacking. On va voir beaucoup de plea deal, donc de plaidoyer, de deal de culpabilité, mais c'est ça, la plupart d'entre eux ont tenté de se sauver les fesses. C'est pas des criminels endurcis. Ben non, c'est ça, ils veulent pas aller en prison. Puis je les comprends, là, souvent, c'est des... je veux pas stéréotyper, là, mais c'est souvent les vrais motards, c'est des gens qui ont eu la vie dure puis qui ont pas peur de survivre en prison, mais pour le petit geek ou le fonctionnaire qui est bon en informatique... qui est comptable ou whatever, ça ne tente pas d'aller en prison. Là. Moi, je suis pas sûr que je survivrais. Puis il y a un autre aspect intéressant, je pense, puis c'est là où je m'en vais. Je sais pas si toi, tu avais terminé ta petite partie, Seb, mais c'est aussi que Anonymous ont aussi échoué à maintes reprises. Puis le fait d'être décentralisé, je pense que ça fait en sorte que c'est pas toutes les cellules qui ont la même rigueur que les gens du début, mettons. Puis on va le voir dans certains cas, Anonymous ont échoué, puis je pense que ça n'a pas aidé à leur réputation. On va en parler un peu parce que je voulais faire un petit point, entre autres, avec Anonymous en lien avec les histoires de distorsion. Je trouve ça parce que au fil de nos saisons, au fil de nos 3 ans, de nos 70 et plus épisodes, Anonymous sont intervenus à quelques reprises. Puis je voulais en parler un peu puis faire des petites mises à jour. Entre autres, dans le cas de Amanda Todd, en fait, qu'on a couvert dans notre saison 1, mais aussi dans notre livre, dans le livre de Distorsion. Je vous fais un petit résumé. En octobre 2012, la jeune Amanda Todd, âgée de 15 ans, une résidente de Colombie-Britannique au Canada, commet un suicide après avoir vécu des années de harcèlement de la part d'un prédateur sexuel sur le web. Son prédateur lui a fait plusieurs menaces pendant cette période et lui a fait vivre l'enfer. Amanda, elle a dû fréquemment changer d'école, elle a fait des tentatives de suicide, elle a été constamment intimidée, dans la vraie vie même. Elle vivait un stress incomparable et en fait, elle n'a pas eu le choix, pas qu'elle n'a pas eu le choix, mais ça l'a amené à s'enlever la vie tristement. Une histoire qui a secoué le Canada. Non, pas juste le Canada, mais même le monde. Entier, En l'espace d'environ 1 semaine, Anonymous ont réagi en publiant un texte sur Pastebin, qui est un peu un site de copier-coller de textes anonymes, en révélant la supposée identité du prédateur, un certain Cody Maxon, qui serait un habitant de Vancouver. Donc, même son adresse physique a été publiée. Le message était assez direct. Voici l'agresseur d'Amanda Todd, voici son nom, son adresse, tout ça. Il fait du doxing. Oui, la plupart des grands médias du monde, incluant Vice, ont republié la nouvelle en mentionnant le nom et tout ça. Toutefois, la police montée du Canada, qui est un peu notre FBI, qui enquêtait sur le sujet, a émis une mise en garde qu'il ne s'agissait pas de la bonne adresse ni de la bonne personne. En effet, un certain Cody de Vancouver avait été arrêté possédant la pornographie juvénile dans la même fenêtre de temps, mais il ne s'agissait pas du prédateur d'Amanda Todd, par contre. Celui-ci
a plutôt été retrouvé quelques années plus tard, avec entre autres l'aide de Facebook, et il ne s'agissait pas d'un certain Cody Maxon, c'était un citoyen des Pays-Bas, qui était un certain Aidan C. Je crois que son nom de famille c'était Coban ou quelque chose comme ça. Et la dame là, qui résidait à l'adresse publiée par Anonymous, parce que c'était pas un Cody qui habitait là, mais c'était une dame, a reçu des tonnes de menaces de mort à son adresse. Il y a des gens qui se sont pointés chez elle. Donc, alors que le public croyait que c'est vraiment à cet endroit qu'habitait l'agresseur. Donc, le cas d'Amanda Todd représente un peu un raté d'Anonymous. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on prétend être cette espèce de pouvoir un peu surnaturel, un peu comme Anonymous, là, à cette époque-là, aussitôt qu'il sortait une vidéo, là, on était sur le bout de notre chaise et on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Mais là, quand ils dénoncent des gens comme ça, même si la cause est noble, ben c'est très risqué. Si c'est pas la bonne personne, ben là... c'est un gros raté pour le groupe. Ça peut vraiment nuire à l'image du groupe. Là. Imagine que quelqu'un avait été rentré pour tuer la personne ou sans réfléchir. Il y en a des gens intenses aussi. Ben, c'est clair. L'épisode aussi de distorsion sur Aaron Swartz, le fondateur de Reddit, entre autres, co-créateur des Creative Commons, tout RSS, ça. Oui, lui aussi, Anonymous, était intervenu dans son cas. Je vous résume encore une fois. Le 11 janvier 2011, le jeune activiste Aaron Swartz se suicide en prison alors qu'il risque une peine de prison à vie pour avoir volé des articles universitaires du MIT dans le but de démontrer une drôle de pratique de la part des universités américaines, c'est-à-dire que les taxes des contribuables payent pour des recherches scientifiques et les contribuables doivent par la suite payer des sommes faramineuses pour avoir accès à ces articles-là qui sont détenus par des compagnies privées par la suite. Donc, il y a quelque chose de croche là. Puis Aaron, en tant qu'activiste, voulait exposer cette pratique-là, voler les articles et les mettre à la disposition du public là, sur un site gratuitement. Donc, c'est sûr que c'est grave. Tu vas de la propriété, mais en même temps, c'est de la connaissance. Oui, non, c'est ça. C'est particulier. Là. Sa motivation est noble parce qu'elle fait du sens, mais aux États-Unis, ils privatisent plein de trucs qui ne devraient pas l'être. C'est ça dans plein de contextes. On dit que c'est pas surprenant. Puis lui, il en a perdu la vie, là, il s'est suicidé. Oui, exact, parce qu'il risquait une vie de prison. Puis encore une fois, c'est pas une personne qui a vécu dans la misère, qui peut survivre en prison. Là. Fait que, d'après moi, il voulait pas aller vers là. Puis pour un peu tenter de venger Aaron, là, en janvier 2012, le groupe Anonymous a piraté pour la première fois le site du MIT pour protester contre la sentence là, qui était jugée exagérée. Ils ont fait de même en 2013 ainsi qu'en janvier 2014, toujours là, autour de l'anniversaire de la mort de Aaron, en menant l'opération Last Resort et en redirigeant les visiteurs vers la page de protestation qu'ils ont mis en place. Là. Donc Anonymous voulait ainsi dénoncer la position qu'a prise le MIT dans la poursuite d'Aaron, alors que l'institution aurait eu tout à gagner à le protéger et même à effectuer peut-être un partenariat avec lui, étant une des grandes têtes là, informatiques du pays. Là. Donc, Anonymous, on continue quelques années comme ça à souligner la mort de Aaron en attaquant le MIT. T'sais. Un autre cas qu'on a couvert, c'est dans notre livre, encore une fois, c'est l'histoire de John Lang. Pour vous résumer, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a lu notre livre, mais mes petits schnappants. Le 14 janvier 2016, un résident de Fresno, en Californie, est retrouvé mort dans sa maison en flammes, après qu'il ait publié plusieurs signes sur les réseaux sociaux, comme quoi les policiers de Fresno le persécutaient et le harcelaient. Bien que le coroner de l'époque, là, ainsi que les enquêteurs aient conclu au suicide, les circonstances de la mort de John Lang demeure très mystérieuse. Il avait publié sur YouTube des vidéos où des gens semblaient passer devant chez lui avec une camionnette en le filmant. C'était étrange, on voyait même la caméra là, dans la camionnette. Il a filmé aussi des rassemblements policiers qui sont survenus directement en face de chez lui. Il a publié plusieurs articles sur Facebook, entre autres. Donc, vraiment, il y avait quelque chose d'étrange avec la mort de John Lang, là, comme s'il avait prédit sa propre mort là, sur les réseaux sociaux. Oui, ça, c'est un de mes copes les plus weird. Exact. Plus tard, en janvier 2016, une cellule belge d'Anonymous a fait une sortie sur YouTube et a publié une vidéo expliquant que le groupe est sur le coup et que la vérité sortira sous peu. La vidéo a eu des millions de vues. Là. Le groupe a formellement exprimé son support à John Lang et à sa théorie du complot. Toutefois, nous sommes plus de 4 ans plus tard et nous n'avons encore vu aucune autre nouvelle sortir à ce propos. Nous ne savons donc pas quelle a été la réelle implication d'Anonymous là, dans ce dossier-là. Donc, encore une fois, je dirais pas
pas que c'est un raté, mais ça a fait un peu poète-poète. Un coup d'épée dans l'eau. Exactement. On se lance vraiment dans un projet ou une attaque ou une initiative dans le but de soutenir ou de venger John Lang, mais en fait, il se passe rien par la suite. Puis moi, pour avoir, toi aussi, pour avoir quand même étudié beaucoup cette histoire-là de John Lang, je suis pas sûr que c'est un complot. J'ai peut-être plus l'impression que c'est quelqu'un qui était peut-être un petit peu schizophrène ou paranoïaque, plus qu'un complot. Donc, j'ai de la misère à croire ce qu'Anonymous aurait fait. T'sais. Ouais, moi aussi. Puis qu'est-ce qu'il aurait révélé? Ouais, tant que ça. Ouais, non, effectivement. Puis... Exactement. Donc, on voit qu'ils ont quand même été présents dans toutes nos saisons pour ce temps-là. C'est vrai, effectivement. On a fait un peu le tour de la chronologie, Seb. En fait, on a passé... Il y a des histoires dont on ne vous a pas parlé. Oui, il y en a plein, Ils ont joué un grand rôle auprès du mouvement Occupy. On se rappelle, Occupy Wall Street. Partout dans le monde, Anonymous ont été très présents. Pour l'ISIS aussi, là, on a parlé de l'État islamique, mais l'ISIS aussi, ils ont fait plein de choses. Là. Ah non, exact, mais on ne pouvait pas tout discuter de tout. On vous a résumé, je pense, les plus grands coups, l'histoire et tout ça en passant par le hacking. Toi, Seb, comment t'as trouvé ça, en fait, te pencher sur cette histoire-là? Oui, mais j'ai appris beaucoup parce que, un peu comme tout le monde, je connaissais le collectif, je connaissais le groupe, mais je connaissais pas toutes les ramifications autant dans le détail. C'est ça que j'ai aimé me plonger vraiment, puis de bien comprendre le mode de fonctionnement, parce qu'on dirait que notre cerveau aime ça, que les choses soient attachées ensemble pour les comprendre, puis étant donné qu'Anonymous est décentralisé, ça m'a pris comme un certain temps, ok, tu sais, je comprenais, mais on dirait que pour moi, c'était étrange oui, je comprends. d'imaginer des entités non contrôlées. Puis comme je te dis, moi, ce qui me chicote toujours, c'est qui gère les comptes YouTube, qui gère les comptes Twitter principaux, là, ceux qui ont beaucoup d'abonnés, qui est en arrière de ça, tu sais, ça, qui ont une mainmise sur le message principal. Puis oui, ils ont plein... Quand vous en trouvez des comptes Anonymous, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Non. C'est juste que justement, c'est d'autres entités qui ont démarré. Il y a même Anonymous Québec sur Facebook. Oui, c'est vrai. Il y a plein de... on dirait que ça, le fait de me plonger, là, j'ai fini par mieux comprendre, mais ça a leur défaut. Ça a un défaut aussi. Par exemple, dans le temps de la pandémie, moi, j'ai vu des fausses vidéos circuler de conspirationnistes qui utilisaient le masque d'Anonymous, la voix, puis là, il encensait que Bill Gates était responsable de ça. Tu sais, tout ce qu'on peut entendre sur le vaccin, la 5G, là, tout relié à la COVID. Puis il y en a, j'ai vu des gens repartager cette vidéo-là en disant « Regardez, même Anonymous est d'accord. » Et là, ça m'a troublé. Ça ajoute de la crédibilité aux conspirateurs. Mais ça m'a troublé. Là, j'étais là, oh mon Dieu, que c'est le défaut d'une d'une vraie organisation qui n'existe pas vraiment. Parce que une vraie organisation, par exemple, pourrait, une vraie entité légale, je dirais, pourrait poursuivre, par exemple, ou n'importe quoi, faire retirer une vidéo fausse, mais là, le doute subsiste, puis les gens, ils savent pas. Si même nous, on avait de la misère à comprendre que c'était décentralisé, imagine le commun des mortels. Ben oui. Donc ça, on dirait que ça me perturbe, là, que les gens utilisent leur message pour ça, mais sinon, non, j'ai vraiment aimé ça, là, tomber dans ce mouvement-là, et même j'étais comme intrigué sur MIRC, on peut-tu encore y aller sur certains channels pour aller voir, mais j'ai pas tant l'intérêt, le temps de ça, mais on dirait qu'il y avait cette curiosité-là là, que j'ai beaucoup appréciée, puis je pensais pas qu'ils étaient autant impliqués dans tant d'événements. Quand j'ai vraiment regardé la longue liste de choses qu'ils ont fait, c'est ça, je pensais pas qu'ils étaient tant impliqués. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait de te plonger là-dedans? Ben, ça a fait du bien d'une certaine façon de revoir un peu l'historique de ce groupe-là, parce que je pense qu'on était mêlés parfois, on oubliait, c'était le groupe qui a fait ça. Moi, je me rappelais pas qu'il était lié à l'attaque de PlayStation Network, par exemple, parce que je trouvais que ça leur ressemblait pas. Donc, ça a été bien de faire un petit rafraîchissement sur leurs valeurs, sur leur manière de fonctionner. Je savais pas que c'était à ce point décentralisé, puis je me rends compte que c'est sans doute une force et une faiblesse en même temps. Puis ça doit pas les aider justement dans le sens où c'est difficile d'avoir la même rigueur, mais aussi d'avoir la même qualité technique quand on fait une attaque ou quand on fait quelque chose. Il y en a qui se sont fait pogner, il y en a qui se sont pas fait attraper. Donc, il y a vraiment
comment dire, une différence, on dirait, d'une époque à une autre, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis je trouve que c'est un pouvoir qui est nécessaire. Hein. C'est comme un contrebalancier des pouvoirs officiels. Puis je trouve que c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'il soit là, Anonymous. Ouais, moi aussi, mais en même temps, cette décentralisation, puis cette un peu l'autonomie qu'on a tous à se proclamer membre d'Anonymous, je pense que ça peut nuire aussi. T'sais. Mais je vois pas comment ça pourrait être mieux. Parce que si c'était vraiment centralisé, ça serait trop facile de retrouver les membres originaux puis de les foutre en prison. Puis je pense qu'à quelque part, la société a besoin de gens comme ça pour militer pour les droits de la liberté d'expression, puis la liberté sur Internet et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça fait du bien de se plonger là-dedans. En fait, ça donne un peu espoir à la liberté de presse sur Internet, même si on sait qu'il y a toujours quelque chose qui viendra quelque part là, désordonner la situation actuelle. Oui, non, ça c'est clair, mais oui, ça a ce bon côté-là. Là. Je trouve que ça fait partie d'une démocratie saine. Puis leurs actions, oui, des fois ça peut être tannant, mais généralement ça fait pas de mal physique à des gens. Fait que c'est plus des messages qu'ils veulent envoyer. Même si au bout du compte, en fait, je pense que quand ils attaquent des organisations, des entités, je pense qu'au final, pour ces entités-là, ça change rien. Mais ça met au grand jour des situations que peut-être pas le grand public savait ou connaissait. Je pense qu'il y a cette vocation-là, du moins, d'informer. Je pense que c'est ça aussi l'objectif, là, d'informer les gens que certaines situations existent. Oui. Puis qu'il faut se lever contre ça parce que c'est immoral, etc. Mais dans le concret, tu sais, l'Église de Scientologie existe encore. Toutes ces entités-là existent toujours. Là. C'est juste ça leur donne mauvaise presse. Puis ils ont des objectifs, puis ça fonctionne. Non, exactement. Écoute, Seb, ça a été un plaisir de terminer cette saison-là en bonne compagnie, encore une fois. Pareillement. Yes, on a eu bien du fun. Merci à André aussi qui a effectué le montage de toute cette saison 6 qui a été vraiment épique. On va enregistrer un after show pour nos abonnés Oui Monsieur sur Patreon pour revenir un peu sur la fin de la saison, mais aussi sur Anonymous. On veut parler de LOLSEC aussi un petit peu plus. Donc, ça sera disponible sous peu pour nos abonnés Oui Monsieur sur Patreon. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Merci à tous ceux qui nous suivent tout à fait gratuitement sur les réseaux sociaux, ailleurs, sur Instagram, Facebook, les membres de notre groupe de discussion. C'est toujours assez passionnant. On a tellement un beau groupe et des nouveaux membres tout le temps, des belles discussions respectueuses. Donc, shout-out au groupe de discussion, shout-out à notre groupe Discord aussi qui est accessible via Patreon. Vous savez, on est où si vous voulez nous suivre? Sur Instagram, on est là, Distorsion Podcast. Même chose sur Facebook, Distorsion Pod sur Twitter. On est sur YouTube aussi. On est sur Untapped aussi si vous voulez nous faire un cheers de bière et découvrir nos découvertes de bière. Et encore une fois, merci aux Distordus de partout dans le monde. On vous aime. Ça a été une saison fantastique et on a hâte de revenir en force. On a plein d'autres projets. On a déjà un épisode bonus d'enregistré. Oui, c'est vrai. On a fait une interview avec Evan Ratliff, donc l'auteur du livre de Mastermind qui a traqué Paul Leroux. Donc ça va sortir sous peu, ça aussi. On a des idées de mini-disto aussi. Sans oublier l'épisode secret qui sera disponible à nos membres Patreon aussi, nos membres Oui Monsieur. Donc ça va sortir un peu plus tard au courant de l'été. Et puis, pour terminer en beauté, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Nous avons réussi à obtenir la confirmation que Distorsion sera de retour à l'automne prochain pour une 7e saison. Nous sommes distordus. Manquez pas ça. Oh non.